Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. Retour ce soir sur l'affaire Epstein et ses conséquences encore incalculables à l'heure où nous parlons, alors que les 3 millions de documents, photos et vidéos dévoilés par le ministère américain de la Justice n'ont pas fini d'être épluchés par les journalistes d'investigation de la planète et le public lui-même, puisqu'ils sont accessibles sur le site du ministère. Une affaire tentaculaire, un scandale mondial dont les conséquences commencent à être visibles dans plusieurs pays à l'étranger, et notamment en France, où l'ancien ministre Jack Lang a dû démissionné de l'Institut du monde arabe, ou encore au Royaume-Uni, où 2 proches du Premier ministre Keir Starmer ont démissionné et où le Premier ministre lui-même est en grande difficulté. Et puis à noter ce soir que le parquet de Paris annonce avoir désigné des magistrats pour analyser d'éventuelles infractions liées à des ressortissants français. On reparle de tout cela ce soir avec notre invitée Gloria Origi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS et autrice de La vérité est une question politique aux éditions Albin Michel. Merci encore d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors vous dites que l'affaire Epstein, c'est le scandale du siècle, un scandale tentaculaire, on l'a dit, un scandale mondial aussi, c'est quasi inédit. C'est la dimension sûrement mondiale, globale qui choque. Ça veut dire que le scandale Epstein n'est pas le premier, ni en Europe, ni aux États-Unis. Mais c'est peut-être le premier scandale global, enfin, qui arrive un peu partout chez tout le monde. Comme, et disons, la peur ou les élucubrations sur un pouvoir infini d'une élite globale, interconnectée, etc., semblent se révéler basées sur quelque chose de concret. Enfin. Donc, je pense qu'on continuera à en parler pendant longtemps. Et en plus, ce qui est assez sidérant, c'est que plus on découvre, plus les hypothèses un peu complotistes prolifèrent. Plus on en sait, plus la vérité émerge, plus cette vérité, ça donne, ça génère des hypothèses, des théories, voilà, des élucubrations encore plus compliquées. C'est le symbole disons, du triomphe de l'impunité aux yeux du grand public. Ça, j'ai entendu beaucoup parler de ça. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un aspect, disons, scandaleux sur l'impunité des gens si puissants et surtout vis-à-vis de crimes si horribles. Enfin. Mais ce qui m'a choqué... On connaissait concernant Epstein depuis les années 90. Oui, bien sûr, c'est il y a longtemps. Enfin, c'est une vieille affaire qui... au fond, a traîné, elle a été en partie cachée, il y a des aspects mystérieux. Pourquoi en 2008, il est condamné, mais avec une condamnation presque truquée. Enfin, il passe son temps hors de prison, au lieu de rester 18 mois en prison, et déjà 18 mois pour des crimes sexuels, c'était très peu. Alexandre Acosta, qui devient... dorées, voilà, il sort toute la journée, 12 heures par jour, il est dehors, et Acosta, qui est le procureur qui arrange cette condamnation, devient après ministre du Travail aux États-Unis. Enfin. Et donc, voilà, c'est assez sidérant. Mais si vous voulez, ce qui m'a choqué encore plus de l'impunité, c'est la fragilité de ces élites. Pourquoi ces gens s'exposaient à ces points-là, surtout après 2008? Il y a des gens hyper importants, Bill Gates, des gens richissimes qui ont été Prince Andrew notamment. Prince Andrew, peut-être c'était un contact, parce que c'était un contact qui venait de Ghislaine Maxwell, qui est un parti anglaise et qui avait beaucoup de contacts. La compagne de l'époque qui est en prison maintenant et qui était une femme qui est une femme richissime. Maintenant, elle est en prison. J'espère que ses biens ont été bloqués quelque part, mais disons, elle fille d'un richissime magnate je pense, de la presse, de la communication anglais. Et je pense que Andrews, donc c'était un contact qui venait d'elle, enfin. Mais plein de gens, disons... Qu'est-ce que ça dit Prenons Bill Gates, par exemple. Pourquoi quelqu'un comme lui
s'expose à une amitié avec un type comme Epstein après 2008, après qu'il a été déjà condamné, parce qu'il y a des gens qui l'ont connu avant, donc je peux comprendre. Donc Qu'est-ce il que y a ça une dit espèce alors de ces élites, entre justement, guillemets, enfin, mondialisées, interconnectées? Qu'est-ce que ça exactement. dit? Je pense qu'il y a une certaine fragilité qui dépend de justement d'effets des réputations. Enfin, disons Epstein qui était un outsider, quelqu'un qui venait du Coney Island, disons de la banlieue pauvre de New York, et qui arrive à monter avec aussi des escroqueries, etc., dans le monde de la finance, arrive à tenir tout le monde avec une espèce de en les tentant, en les fascinant, en disant si tu viens chez moi ou si tu fais des affaires avec moi, tu seras en contact aussi avec Y. Si tu viens, si tu t'associes de quelque manière, tu viens à dîner, tu rentres en affaires, etc., tu auras contact aussi avec quelqu'un d'autre. Donc, il met ensemble un réseau basé sur des effets de réputation qu'on connaît très bien, comme des effets par lesquels, si quelqu'un est avec quelqu'un d'important, alors il doit être important, etc. Et on contrôle assez peu. On contrôle assez peu. Il y avait un journaliste américain j'ai écouté aujourd'hui qui disait les élites, vous savez, à New York, il y a un restaurant qui s'appelle Michael's à Midtown. Et si vous êtes vu là-bas à midi, ça veut dire que vous comptez beaucoup. Et les gens ne contrôlent pas qui vous êtes, enfin, parce que vous êtes parmi les gens qui vont chez Michael's. Voilà. Donc, il y a des effets comme ça. Et évidemment, même au sommet du monde, on est un peu fragile par rapport à ces effets. Enfin, on Et Epstein, contrôle d'ailleurs, pas trop. était obsédé par ces questions de réputation? Il était obsédé d'une façon très fascinante. Enfin, ça veut dire que clairement, il était obsédé. Il grimpe en essayant de se associer avec des gens puissants, avec des gens avec de renom. Il était obsédé aussi des réputations dans des cercles qui n'étaient pas immédiatement très intéressants pour lui, comme la science, l'académie, etc. Et si vous voulez, la chose peut-être la plus fascinante que j'ai trouvée, c'est qu'il demande à Steve Bannon s'il peut le faire entrer dans un club de golf en Floride hyper exclusif qui s'appelle Augusta et qui est un club qui n'accepte pas les Noirs et les Juifs. Epstein est un juif. Donc, c'est pas seulement la blague de Groucho Marx, je voudrais pas faire partie d'un club qui accepte des gens comme moi. C'est l'envers de la blague de Groucho Marx. Ça veut dire, je veux faire partie d'un club qui ne veut pas de moi. Enfin, il voulait faire partie. Et là, ça me fait penser à, je veux dire, c'est une espèce de Gatsby le magnifique et démoniaque. En fait, c'est le personnage de Gatsby. Les gens ne savent pas où l'argent vient, pourquoi il veut tout ça. Mais personne l'objectif n'arrive. final, c'est avoir des leviers pour faire chanter c'est ça les gens. C'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que je pense qu'on en parlera beaucoup encore, parce que les mobiles n'est pas clair. Donc, d'une certaine façon, il y a une espèce de nuance complotiste dans cette histoire, parce que, je veux dire, il y a tous les ingrédients, les élites, les pédophiles, l'argent, les financiers, les juifs, tous les ingrédients qui font penser, qui font penser vraiment, rêver les complotistes. Mais ce n'est pas un complot parce qu'on ne comprend pas quel était son but final. Quel était son but final? Est-ce que l'argent, il en avait, mais c'était de s'entourer vraiment de ce beau monde ou le faire tomber avec l'histoire des crimes sexuels et l'histoire de les exposer au fond. Donc, il y a quelque chose de... ça reste une dimension à étudier, enfin, je veux dire, à comprendre. Et pourquoi les gens sont restés quand même si proches de lui après 2008? C'est assez mystérieux. Des gens puissants, en fait. Et cette frontière, justement, entre théorie du complot et vérité qui s'efface totalement dans cette affaire Epstein, là aussi, c'est quasi inédit à ce degré-là. Justement, la théorie du complot, enfin, on passe le temps dans mon métier à apprendre aux gens qui sont des mauvaises théories, justement, c'est des mauvaises explications de la réalité, etc. Et ici, vous avez des aspects vraiment, disons, théorie du complot,
Et en fait, bien sûr, après, il ne s'agit pas, j'insiste, il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Ça veut dire il y a eu une enquête, il y a eu des juges, il y a eu des témoignages, donc il y a de la... ce n'est pas basé sur les spéculations, l'histoire d'Epstein est vraie, enfin. Mais en fait, je pense que c'est une histoire, quand vous me demandiez tout au début, c'est l'affaire du siècle. Je pense que, d'une certaine façon aussi, elle fait partie de l'ère du temps, d'une ère du temps un peu où la distinction entre réel et fictionnel est difficile à faire. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vous donne un scénario avec un milliardaire qui a une île, des filles jeunes, etc., des présidents et des princes, etc., vous dites, mais non, c'est trop invraisemblable. Enfin, je vais pas, je vais pas acheter une histoire comme ça. Et là, une histoire qui est au-delà du fictionnel devient vraie. Enfin. Et dans le cadre de votre carte blanche, qui est une tradition dans Au cœur de l'info, vous avez choisi, justement, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, 1984 de George Orwell, dont on voit ici la couverture. Pourquoi est-ce que cette affaire, justement, pour développer là, votre propos, justement, pourquoi est-ce que ça vous fait penser à ce livre? Je veux dire... justement, il y a des aspects liés visiblement orwelliens de notre présent en général, dans le présent international, politique, etc., qui font penser que ce livre est plus d'actualité maintenant que peut-être il y a 10 ans. Ça veut dire surtout cette espèce de négation de la réalité, négation de la vérité, imposition de récits qui sont faux sur des récits qui sont vrais. Et donc, j'insiste, enfin, l'affaire Epstein est une affaire bien réelle. Enfin, je veux dire, mais ça fait partie, disons, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, ça fait partie de cette espèce de brouillage entre réalité et fiction, enfin, et aussi de brouillage entre, disons par exemple, entre ce qui sont les mauvais, ce qui sont les gentils. Enfin, il y a une technique dans 1984 du pouvoir autoritaire. Parmi les plusieurs techniques, c'est le double-think, la double pensée. Des phrases qui circulent sont comme la guerre et la paix, la liberté et l'esclavage. Et là aussi, enfin, pour brouiller ce que vous pensez. Là, par exemple, vous avez une histoire, Epstein, qui a été portée par les MAGA, donc américains, enfin par la droite américaine à certains moments, après 2017, qui après a été utilisée contre la droite américaine en disant que Trump était mouillé à l'histoire, qui maintenant fait tomber beaucoup de gens qui viennent de la gauche libérale partout dans le monde, enfin Barack en Israël, Lang en France, Mandelson au Royaume-Uni, c'est tous des gens qui viennent plutôt, et les Clinton aux États-Unis, plutôt de la gauche libérale. Donc en fait, ça brouille un peu les capacités de discernement des gens. Voilà. Et quelles conséquences est-ce que tout cela va avoir sur la confiance du public dans ces élites, entre guillemets, et notamment dans la classe politique qui les représente? Justement, il faut quand même... j'espère qu'il y aura une espèce de délimitation de cette classe Epstein, ou élite Epstein, comme on l'appelle maintenant, qui montrera au public que ce n'est pas tout le monde est dans les Epstein Files. Mais l'effet immédiat, c'est sûrement un effet de grande méfiance vis-à-vis des élites. Enfin, je veux dire, on se sent vraiment... tout petit et négligé devant des hyperpuissants qui se permettent n'importe quoi. Enfin. Et donc, et puis la connexion, je pense, finance, argent, aristocratie et politique, c'est quelque chose qui dégoûte profondément les gens. Aussi, oui, donc, ça sera une conséquence de méfiance pour les élites. Et quel impact donc sur nos démocraties?
Et l'impact de notre démocratie, pour l'instant, c'est sûrement un impact qui va probablement favoriser tous les partis qui sont, disons, sceptiques vis-à-vis des élites, plutôt populistes, etc. Je veux dire, ça c'est clair. C'est pour ça que c'est très important que les journalistes fassent leur travail pour délimiter. Il y a même amusant. Enfin, toute cette affaire n'est pas amusante, mais je veux dire, même sur TikTok, Instagram ces jours-ci, c'est qui sont les gens qui ne sont pas dans les Epstein Files. Et voilà, donc ça serait important de se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de politiques, beaucoup de financiers, etc., qui ne sont pas dans les Epstein Files, qui ne sont pas tous... mais quand même, ces effets de réputation, justement, sont très forts. Donc, si une classe est touchée, bah, normalement, ça s'élargit à tous les gens qui font partie de cette classe-là. Enfin. Il y a énormément de personnes qui sont mises en cause et qui ont, disons, fait la une de la presse dans divers pays cette semaine. Au final, on parle moins de Donald Trump, qui est aussi énormément cité. Est-ce qu'on peut imaginer une stratégie en cela de la Maison-Blanche dans le dévoilement de ces documents? Mais franchement, on pense qu'à ça. Donc, on peut faire une théorie du complot sur ça aussi et dire, mais pourquoi? C'était l'arme contre Donald Trump, ces fichiers, et puis en fait, il n'est pas touché. Alors, on sait qu'il y a encore une moitié des fichiers qui n'ont pas été publiés. Mais franchement, étant donné que c'est lui et son administration qui ont fait la loi pour... c'est le Congrès qui a voté la loi, mais le Congrès à majorité républicaine qui ont voté la loi pour mettre à disposition du public les fichiers. Je pense que clairement, enfin, il sait qu'il ne risque rien avec ça. Il sait qu'il ne risque rien avec ça, sinon il n'aurait pas fait sortir ces fichiers-là. Il y a quelque chose là aussi à creuser sur lequel on va parler, je pense, longtemps, mais comment il a pu se sauver de tout ça, Donald Trump, parce qu'en fait, c'était les premiers, disons, les premiers comme ça, un peu... accusé par le public. Enfin, on pensait tous que les Epstein Files allaient lui nuire. Enfin, pas du tout. Enfin, Bon, on verra ce qu'il en est dans les mois à venir. Juste un mot peut-être de la méthode de dévoilement de ces documents de manière massive et puis chaotique sur ce site donc accessible, site du ministère américain de la Justice, accessible au grand public, dans le mépris aussi de la vie privée d'un certain nombre de victimes. Là aussi, ça interpelle pour le moins. Il semble qu'il y ait, corrigez-moi si je me trompe, fait 43 victimes dont les noms, les adresses ont été dévoilés dans les fichiers. Là aussi, on peut s'interroger de cette technique de mettre tout en ligne. C'était un choix de l'administration américaine. Et d'un côté, il y a un droit à l'information des citoyennes, mais en fait, les journalistes, les journaux, la presse et les médias sont là pour filtrer quand même l'information. On ne peut pas penser qu'une espèce un fleuve d'informations jetées comme ça puisse être facilement traitable par le public. Donc ça peut sembler aussi une opération de diversion. Enfin, on parle beaucoup, à part Mendelssohn, Lang a perdu son poste, enfin, il a démissionné, etc. Enfin, il y a peu de gens pour l'instant pour lesquels il y a eu des conséquences légales importantes, mais il y a un gossip généralisé, des rumeurs généralisées sur tout le monde. Donc, est-ce que c'est pas une stratégie de diversion, comme ça pourrait être, enfin, pour parler d'autres choses, de personnes qui n'ont très peu à faire. Il y a plein de noms, enfin, importants, masques, etc., mais des gens qui masquent, par exemple... apparemment, pour l'instant, il n'a rien fait de mal. Il a juste échangé des emails, etc. Donc, on peut se demander ça. Et c'est d'autres stratégies comme les Panama Papers, par exemple, qui ont été donnés à des journalistes d'enquête, n'auraient peut-être été plus
plus informative aussi pour le pour le public. public. Merci beaucoup, Gloria Merci à Origi, vous. d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle votre dernier ouvrage, La vérité est une question politique, aux éditions Albin Michel. Merci encore. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité dans quelques minutes.